On commence, donc merci beaucoup d'être là. Je vous invite à une table ronde sur les relations entre revenus de base et féminisme. Donc je vous présente très rapidement nos deux intervenantes, Odile Merkling et Raphaël Rémy Leleu. Donc je les laisserai se présenter voilà, à leur tour. Donc l'organisation va être assez simple. Je leur laisse un temps de 10 minutes chacune pour présenter leur point de vue sur l'état des lieux, la discussion du revenu de base, de l'idée. Alors je vous rappelle qu'on dit revenu de base comme un terme générique pour ne pas parler d'une version particulière. Donc elles vont nous faire un peu un état des lieux sur les femmes et le marché du travail, les allocations, voilà, de tous ces débats et cette idée de revenu et surtout cette idée de revenu inconditionnel. Il y aura un temps d'échange avec vous, voilà, pour rebondir là-dessus. Ensuite, un autre temps où chacune aura 10 minutes pour parler plutôt, là, cette fois-ci, des perspectives et des propositions par rapport à voilà, chacune leur travail et leur façon d'envisager. Aussi, encore un temps d'échange avec vous pour voilà, partager là-dessus. Et on se réserve 10 minutes à la fin pour faire une forme de conclusion collective à partir de ce que nous, on aura échangé. Voilà, quel est l'enrichissement de tout ça, et aussi voilà, le plus petit pas possible qui peut sortir, nos revendications communes. Donc voilà, après avoir vu notre diversité, on repartira avec notre territoire commun. Je voudrais juste aborder d'abord cette question pour mettre un petit peu en perspective. Le revenu de base et les femmes, il y a déjà eu des expérimentations qui ont questionné l'effet d'un revenu de base. Donc je vous renvoie sur la conférence sur les expérimentations partout dans le monde. Il y a notamment des effets très concrets sur la communauté féminine. Donc très rapidement, pour faire vite, évidemment le revenu de base nourrit, donc il remplit les besoins matériels de base. Donc on voit que dans un certain nombre de pays, surtout même les bébés filles et les petites filles sont mieux nourries. Elles sont aussi mieux formées, elles vont plus à l'école, ce qui n'est pas forcément une priorité des familles. Donc la scolarisation est non seulement développée, mais aussi plus longue. Et en Inde, il y a notamment une expérimentation un peu particulière puisque le revenu de base a été donné aux femmes. Et on voit qu'elles se sont beaucoup plus investies dans voilà, dans la vie locale, la vie des villages. Elles se sont impliquées à un niveau supérieur, elles ont osé en fait. Et comme l'expérimentation était portée et par l'UNICEF et par un syndicat de femmes qui s'appelle SEWA, on voit aussi qu'elles se sont plus impliquées dans le syndicat, elles ont plus osé revendiquer et elles ont réussi à avoir des augmentations de salaire. Tout ça dans une expérimentation qui n'a duré que1 an et demi. Je vous laisse imaginer la suite. Bon, cette perspective mise, maintenant on revient en France et je vous propose de commencer par Odile Merkling. Je te laisse te présenter. Donc oui, moi je suis une militante féministe. Je suis toujours au collectif national pour les droits des femmes, mais j'ai aussi participé au mouvement des chômeurs et précaires, Agir ensemble contre le chômage notamment, Stop Précarité. Je dois préciser aussi que je ne suis pas sur la position du revenu de base et je pense que mon intervention va vous expliquer un peu pourquoi. Parce que je pense que nous sommes quand même dans nos pays dans nos pays, il y a des systèmes de protection sociale qui ont été relativement développés. Et je pense qu'il faut déjà commencer par examiner ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ces systèmes de protection sociale. Donc, je commencerai l'état des lieux en disant que l'activité et l'emploi des femmes ont fortement augmenté depuis les années 60, continuellement. Mais il se trouve que beaucoup de femmes sont reléguées dans l'emploi précaire, à temps partiel et à bas salaire. La précarité professionnelle des femmes revêt des aspects spécifiques. D'une part, l'emploi des femmes est une variable d'ajustement des entreprises, donc il a une fonction de flexibilité. Leur salaire reste considéré par les employeurs aujourd'hui comme un salaire d'appoint, même si ça n'est plus du tout en réalité le cas. D'autre part, la précarité résulte de leur charge de travail dans la sphère privée et du déclin des services publics.
Le partage des tâches à l'intérieur des familles évolue très lentement. Beaucoup de couples se séparent et il y a de plus en plus de familles atypiques, monoparentales, et aussi de femmes qui vivent seules parce que, justement, en raison du chômage et de la précarité, eh bien, elles n'ont jamais pu construire leur vie personnelle et affective. Les femmes qui vivent en couple assument toujours les 2/3 du travail domestique et parental. Les interruptions de parcours professionnel liées aux maternités, aux congés parentaux ou d'aidantes familiales restent très fréquentes. En outre, à cause de la contrainte de flexibilité, il est de plus en plus difficile pour une femme de concilier vie professionnelle et vie familiale, car les emplois du temps sont compliqués à gérer. Je rappelle d'abord que le système de sécurité sociale en France avait été construit après 1945 sur la base d'un principe de solidarité et de financement par des cotisations fondées sur le travail. C'était le principe du salaire socialisé. Il a intégré à cette époque-là une conception assez large de la solidarité entre les différents groupes sociaux. Mais la sécurité sociale n'a pas été rendue réellement universelle. Et une référence essentielle est restée la norme de l'emploi fordien, emploi stable à temps plein, couvert par le Code du travail. Et les femmes, et à l'époque, bien entendu, cet emploi-là était surtout masculin, et les femmes ont obtenu pour la plupart des droits sociaux dérivés de ceux de leurs conjoints, lorsqu'elles avaient un conjoint qui travaillait. L'assurance chômage a été créée après 1958, sur la base d'un principe de contributivité. Les mécanismes de solidarité envers les catégories précaires sont restés nettement plus limités. Les femmes ont été très défavorisées par ce système parce qu'elles cotisent moins que les hommes et parce qu'à partir des années 1990, il y a eu un développement très rapide des contrats précaires et à temps partiel. Et les femmes représentent encore aujourd'hui 60% des salariés précaires et 80% des salariés en temps partiel. À partir de 1984, il y a donc eu une dualisation entre un système d'assurance et un système d'assistance, avec la création de l'ASS, d'une allocation d'insertion pour les primo-demandeurs d'emploi, puis du RMI. Et ces allocations, financées par l'État et les impôts, sont familialisées, c'est-à-dire attribuées en fonction de la situation familiale et des ressources du foyer. Et ceci va à l'encontre de l'autonomie des femmes et des jeunes et contribue à pérenniser un modèle familial patriarcal qui oblige les femmes à fournir un travail domestique gratuit dans la sphère familiale. L'emploi des femmes est toujours resté concentré dans un petit nombre de secteurs, hygiène, santé, éducation, services à la personne. Ce sont des activités liées à la reproduction sociale, ce qui correspond à une division du travail à la fois sociale et genrée. Les choses ne changent pas beaucoup car il existe une véritable discrimination systémique à l'embauche, à la promotion sur les lieux de travail. Le chômage contribue à renforcer cette ségrégation des emplois, ainsi que la dissociation entre les activités de production et de reproduction qui avaient été mises en évidence par les chercheuses Christine Delphi, Silvia Federici. Ces chercheuses ont décrit le processus historique sur 3 siècles d'affirmation du capitalisme et qui a conduit à un enfermement des femmes dans la sphère domestique. On assiste donc à une renaturalisation de la division du travail sexué au travers du retour des femmes à des activités traditionnellement considérées comme féminines. Les réformes successives de l'assurance chômage, depuis quelques années, contraignent de nombreuses femmes à reprendre très rapidement un emploi de mauvaise qualité et surtout dans les services à la personne. Les femmes, les jeunes et les salariés en emploi discontinu ont été les principales victimes des récentes réformes de l'assurance chômage en 2019 et 2021. Et en plus, la loi sur le plein emploi du 18 décembre 2023 a instauré pour tous les bénéficiaires du RSA une obligation d'inscription à France Travail et de signature d'un contrat d'engagement qui implique une durée hebdomadaire d'activité d'au moins 15 heures sous peine de sanction. Et les contrôles, sanctions et radiations ont été démultipliés. Les mères isolées sont les plus
ciblés par tous ces contrôles et ces sanctions. Les conjoints de bénéficiaires sont également concernés par la contrainte des 15 heures par semaine. Et pour autant, l'attribution du RSA reste sur des critères familiaux, ce qui enferme des centaines de milliers de femmes et de jeunes dans une dépendance. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des positions des différents courants du féminisme par rapport au revenu universel. Il y a des divergences à l'intérieur du féminisme sur les questions de l'émancipation par le travail. Il y a énormément de débats là-dessus. La nécessité de porter la revendication d'un droit à l'emploi pour les femmes, les modalités possibles d'une valorisation du travail domestique et celle de l'existence d'un revenu universel ou d'un revenu garanti. Donc un débat théorique avait commencé dès les années 70 sur notamment la question de la valeur, et parce qu'on ne peut plus considérer aujourd'hui que seul un travail qui a lieu dans le cadre de l'emploi ou d'une production capitaliste en vue d'un marché serait créateur de valeur. Il existe d'autres formes de travail qui contribuent aussi à créer de la valeur. Et plusieurs périodes de débat ont eu lieu depuis cette époque. Le courant international des féministes de la reproduction sociale, d'inspiration marxiste, a envisagé différentes formes de rémunération du travail domestique ou de care comme un remède possible à la crise de la reproduction, ce qui peut aller dans le sens d'une allocation universelle, mais aussi d'une externalisation hors de la sphère privée et d'une salarisation d'une partie des tâches domestiques. L'idée d'une rémunération du travail au foyer a toujours été perçue en France comme problématique par la majorité des féministes et des femmes. Et il faut dire qu'en France, des précédents avaient eu lieu, notamment avec l'allocation de salaire unique qui avait été créée sous Vichy et qui a existé en France pendant presque 40 ans et qui incitait les femmes à rester chez elles et à avoir davantage d'enfants. Et ensuite, certains collectifs de chômeurs ont milité pour un revenu garanti depuis les années 70. La création du RMI en 1988 a pu être interprétée par certains collectifs comme une mesure, un acquis pour le mouvement des chômeurs, puisque ce revenu, pour la première fois, n'est pas conditionné par le fait d'avoir travaillé et cotisé. Bon, mais il s'en faut beaucoup que ce revenu minimum d'insertion ait pu être revendiqué comme une victoire par les collectifs de chômeurs parce qu'il avait quand même beaucoup d'insuffisances. Le CNDF et une partie des féministes ont participé à Agir ensemble contre le chômage et porté la revendication du droit à l'emploi décent pour toutes et tous, une individualisation des droits sociaux et un revenu garanti sous conditions de ressources. Je dis bien revenu garanti sous conditions de ressources et non pas revenu universel majoritairement. Le mouvement des chômeurs et les femmes craignaient notamment que la destruction du système d'assurance chômage, auquel les pouvoirs publics souhaitaient substituer une indemnisation forfaitaire au rabais, eh bien, se traduise par quelque chose d'un nivellement vers le bas pour tout le monde, et cela a été fait notamment en Angleterre et en Allemagne. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, bien qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup. Tu pourras compléter lors de la deuxième partie. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour à toutes et à tous. Je n'ai plus Petit Poney, je ne sais pas où il se balade. Mais merci beaucoup d'être là ce matin. Et puis merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là pour plein de raisons différentes. D'abord, un grand merci aussi à François, qui est véritablement celui qui m'a fait découvrir le mouvement pour le revenu de base et qui en plus, je crois, a donné mon contact pour m'inviter ce week-end. Et c'est un grand plaisir, à la fois en tant qu'élu écologiste. C'est vrai que en fait, j'ai eu la chance de vous découvrir lors des journées d'été des écologistes il y a quelques années de ça, mais je n'étais jamais venue vous voir. Et puis, c'est un bonheur aussi en tant que féministe, parce que c'est assez rare qu'on ait un plateau de 3 femmes pour parler d'un sujet qui est en fait principalement défini comme un sujet économique, même si on en a parlé avant, ça implique un bouleversement politique assez structurel et assez profond.
Pour vous dire en quelques mots qui je suis donc, Raphaëlle Rémy-Leleu, j'ai débuté par le syndicalisme étudiant il y a quelques années maintenant. J'ai été porte-parole d'une grande association féministe qui s'appelle Oser le féminisme jusqu'en 2019, date à laquelle j'ai commencé un engagement politique auprès des écologistes puisque je me suis présentée en tant que candidate d'ouverture ou société civile, même si je n'aime pas l'expression, pour les municipales à Paris, où je suis donc conseillère de Paris depuis 2020, et je me revendique, je me définis comme étant écoféministe. Sur le sujet du revenu de base, et plus largement de la position des femmes dans l'économie, vis-à-vis de l'autonomie, de l'émancipation, c'était mon point de départ. Et mon propos est forcément situé avec une posture politique que vous avez prédécouverte à la question que j'ai posée tout à l'heure, à savoir mais comment on fait la semaine prochaine quand on essaye de rallier les masses à l'idée qu'il faut changer de dogme vis-à-vis de l'austérité. Et du coup, je me suis d'abord dit que non pas le revenu de base, mais l'autonomie économique des femmes a quand même été au centre des réflexions féministes très très tôt. On les retrouve aussi bien dans des écrits d'Olympe de Gouges, qui explique que son parcours personnel est un peu particulier et lui permet de vivre de manière autonome en tant que femme et donc d'écrire. On le retrouve, même si on a en France une culture des suffragettes un peu plus faible qu'au Royaume-Uni, on le retrouve dans les écrits des suffragettes comme Hubertine Auclair. Et bien sûr, on le voit transparaître très nettement dans les écrits, dans les propos, dans la vie et l'œuvre de Virginia Woolf, qui, depuis Londres, a très largement inscrit dans la pensée féministe et dans la pensée même progressiste de son époque la question de l'autonomie des femmes, de leur émancipation et du besoin même que cette autonomie matérielle serait la première étape pour permettre aux femmes d'abord de vivre libres, et ensuite d'ouvrir une perspective qui est celle de vivre de manière égale. Donc là, je vous ai parlé de trois grandes féministes, trois grandes penseuses et autrices, parce que c'est important pour moi aussi, mais je crois que vous le faites aussi à votre échelle, de valoriser les différents héritages, et en particulier quand on parle de celui des femmes. C'est vrai que la visibilité de notre matrimoine n'est pas toujours évidente, donc je tenais à revenir là-dessus et à rappeler qu'à l'échelle de l'histoire, la discussion sur l'autonomie des femmes, et a fortiori sur leur autonomie économique, est extrêmement récente. Je ne sais pas si vous savez quel anniversaire on fête le 29 avril. Le 29 avril, on fête les... Alors, oui, exactement. On va fêter les 80 ans, non pas du droit de vote, puisque c'était en 1944, mais de la première élection à laquelle les femmes ont participé, c'était les municipales du 29 avril 1945. 80 ans, c'est rien du tout à l'échelle de notre histoire commune. Et si on parle un peu plus précisément d'autonomie et d'indépendance économique, on va arriver à 1965, la loi qui permet aux femmes mariées d'avoir de manière autonome le droit de travailler, le droit d'avoir un compte bancaire, le droit d'avoir un chéquier, 1965. Je ne sais pas si vraiment on se rend compte, on réalise le progrès qu'on fait en l'espace d'une génération et demie. Moi, ma maman, elle est née en 63. Donc elle n'a jamais eu besoin de demander l'autorisation pour ouvrir un compte bancaire. Par contre, je sais à quel point elle a dû se battre après le divorce pour récupérer son nom de famille, pour récupérer le compte EDF, pour récupérer les papiers sans être embêtée à chaque fois devoir présenter la copie du jugement de divorce, la copie du carnet de famille, etc. etc. Donc vraiment, c'est une génération et demie de progrès assez fulgurants. Néanmoins, ces progrès ne doivent pas nous faire oublier à quel point toute notre économie, toute notre société a été structurée autour des droits masculins. Et on le voit sur la structure du débat, qu'il s'agisse de l'emploi. De temps en temps, et en fait c'était plus le cas il y a quelques années, dans des moments où on avait un chômage de masse encore plus important, on sentait poindre quand même dans les argumentaires que l'arrivée des femmes sur le marché du travail n'était pas à décorréler du chômage de masse.
il y avait deux trucs comme ça. C'était soit les femmes, soit les étrangers. Mais il y avait un problème quand même avec la jouissance du droit au travail. Gros guillemets, une nouvelle fois. Et donc, la centralité du point de vue masculin dans l'accession au droit, en tant que féministe, on a tendance à en parler, pour le simplifier, en disant qu'il y a aussi un problème de traduction. Quand on parle d'économie, quand on parle de droit du travail, on oublie souvent de traduire des évidences. Parce que le taux de pauvreté des femmes est toujours un peu supérieur à celui des hommes. Par contre, quand on parle de travailleurs pauvres, et c'est un problème même dans le langage, quand on parle de travailleurs pauvres, on parle à plus de 60% de femmes. Donc en réalité, on parle de travailleuses pauvres. Quand on parle de travailleurs à temps partiel, on parle, tu l'as rappelé Odile, à plus de 80% de femmes. Donc en réalité, on parle de travailleuses à temps partiel. Et ça, on ne l'entend pas dans les grands discours, alors que c'est le fondement de l'inégalité. Et d'ailleurs, je riais tout à l'heure et je tiquais, mais on n'avait vraiment plus le temps, donc je ne pouvais plus rebondir en fin de table ronde quand Vincent parlait de l'économie grise. Mais en réalité, l'immense majorité de la valeur créée depuis des siècles dans l'économie grise, ce n'est pas des économies du partage, ce n'est pas des économies partagées, ce n'est pas de la gratuité, ce n'est même pas de l'économie de contrebande ou de l'économie criminelle, c'est le travail domestique des femmes. Et ça, c'est une masse énorme qui n'est pas comptabilisée et pour laquelle la création de richesses et le partage des richesses à l'échelle de plusieurs siècles n'a jamais été faite. Donc déjà, voilà un problème comme ça de définition. Aujourd'hui, c'est encore 2/3 du travail domestique qui est effectué par les femmes. Je vous disais que j'avais une position politique vis-à-vis de ça parce que je me demande, partant de là, comment on va trouver la faille, comment on va trouver comment se positionner. Est-ce que le revenu de base, c'est une manière d'entrer dans le débat? Est-ce que ça résout certaines tensions qu'on peut croire avoir entre, par exemple, le meilleur partage de l'économie domestique et la crainte d'externaliser à d'autres travailleuses pauvres? Parce que quand je parle de centralité du point de vue masculin, c'est un homme blanc, riche, dans un pays occidental, hein, mais voilà, 70% des pauvres dans le monde sont des femmes issues de pays considérés comme pauvres. Et donc, on a toutes ces données en tête, et en tant que mouvement féministe, on s'est demandé comment se positionner, déjà il y a 10 ans. Parce qu'on nous disait, il y a 10 ans, il y a 15 ans, encore une fois, c'est la génération de ma mère. Quand j'étais à Oser le féminisme, on nous disait, vous êtes la génération après le MLF. Sauf que le MLF, fin des années 60, ça ne peut pas être la génération de ma mère, car vous l'avez retenu, ma maman est née en 63. Donc elle n'était pas au parc Montsouris avec les copines en train de débattre de comment on allait refaire le monde. Donc qu'est-il advenu de la génération de ma mère? En fait, cette génération-là sont des femmes à qui on a dit « ça y est, vous avez le droit de vote, ça y est, vous avez l'autonomie économique, maintenant vous avez le droit, le devoir de travailler, de tout concilier, ce que tu disais sur les temps de vie, et puis vaille la galère ». Et quand même une génération de femmes qui n'ont pas véritablement accédé non plus au pouvoir politique et qui, par contre, se sont retrouvées un peu roulées dessus par tous les systèmes qui leur étaient imposés. Et cette position politique-là, on l'a vu très clairement et on le voit très clairement dans les moments de crise. Le Covid, plus une femme sur les plateaux télé. La guerre en Ukraine, pareil. Et si vous remontez un tout petit peu, les crashs boursiers, les crises bancaires, la crise de la dette en Grèce, il n'y avait plus une femme là pour en parler. Donc on a cherché aussi, en tant que féministe, comment se positionner sur les sujets économiques, parce qu'on en a désespérément besoin du point de vue de l'autonomie, et parce que ça nous installe dans la structure générale de la société. Alors on a commencé à tracer quelques pistes. Bien entendu, il y a le fait de parler précisément de violence économique et non plus uniquement d'inégalité économique. Parce que les inégalités, on a toujours l'impression que c'est un peu posé là, que ça flotte dans l'air, alors que la violence, ça dit bien que c'est le résultat d'un système de prédation et de domination. On a des pistes sur l'égalité professionnelle et l'individualisation de la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que quand on parle d'égalité professionnelle, on nous hurle à la figure. Mais non, il n'y a pas 24% d'inégalité professionnelle, c'est juste à poste égaux. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a que 17% des branches professionnelles qui sont mixtes, 17% des emplois qui sont mixtes. Et puis, il y a des avancées aussi sur les violences conjugales et les conséquences économiques
ou la racine économique de certaines violences conjugales, on pourra y revenir. Et je conclurai en disant que le mouvement féministe a choisi de participer au mouvement social. C'est pour ça que des personnalités comme moi se retrouvent avec des multiples casquettes de syndicalistes, d'écologistes, de féministes, et à participer à des rencontres comme le vôtre. Et on a ces moments de cristallisation dans le mouvement social sur la loi travail, sur les mobilisations contre les réformes des retraites, où là, on a encore un changement à faire pour que la question des femmes ne soit pas que la question des femmes, mais soit pleinement une égalité dans la pensée économique aussi. Et ça, je pense que le revenu de base peut être un début de cette révolution-là. Merci beaucoup. Alors pour faire une suite, on va vous laisser la parole et on continuera tout à l'heure sur les perspectives et les propositions. Oui, Angelika Gross du Mouvement français pour un revenu de base. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai une question à Odile Merkling, parce qu'elle a mis le doigt sur quelque chose auquel j'ai réfléchi aussi. Et elle a dit que la division de travail restait inchangée depuis 40 ans. Et hier soir, on a terminé sur la question, est-ce que le revenu universel ne va pas encourager les femmes de rester au foyer? Et Maud Simonet disait, dans l'échange, on disait, mais pourquoi ne pas encourager les hommes d'investir plus? Raphaël a dit l'économie grise. Moi, je dirais le travail domestique, parce que il est une chose de faire des enfants, c'est vrai que c'est dans les femmes, mais une autre chose, c'est l'éducation des enfants. Et donc, moi, je trouvais qu'il faudrait un appel à grande échelle nationale, un appel aux hommes de venir éduquer les enfants. Je trouve ça très, très contemporain, parce que ça ferait des enfants différents, ça formaterait les esprits différemment, ça enlèverait un peu les velléités bellistiques, parce que les enfants, ça demande de l'énergie. Hein. Donc là, on a de quoi faire. Voilà. Oui, la question est tout à fait pertinente, parce que c'est le cœur de ce que les féministes reprochent en fait au revenu universel. Dans plusieurs publications importantes qui ont été faites, notamment au moment des élections présidentielles en 2017, il y a eu ce débat-là. Il est récurrent, ce débat. Il avait eu lieu aussi dans les années 2000. Et donc, un certain nombre de chercheuses disent qu'elles ont commencé par comparer le revenu universel avec l'allocation parentale d'éducation qui avait été créée en 1992, qui incitait les femmes à rester chez elles pendant plusieurs années pour élever leurs enfants. Voilà, et beaucoup de femmes pensent que effectivement il y a un piège là-dessus, parce qu'il y a une très grande asymétrie dans le rapport à l'emploi entre les hommes et les femmes. Et ça, on le retrouvait aussi dans les mouvements de chômeurs. Il y avait chez les femmes, mais aussi chez les personnes qui étaient pour différentes raisons discriminées sur le marché de l'emploi. Il y avait vraiment une crainte qu'on cherche de nouveau à les inciter à quitter le marché de l'emploi, éventuellement à rester chez elles. Maintenant, il y a d'autres perspectives aussi, puisqu'il y a par exemple certaines féministes comme Sandra Logier qui disent mais non, ce serait une possibilité de valoriser le travail domestique, valoriser le travail de care qui est accompli donc pour les personnes de l'entourage, et même éventuellement le travail bénévole dans les associations, etc. Mais la question se repose tout le temps, pourquoi est-ce que ce sont précisément les femmes qui seraient dans cette problématique-là? Et ça pose un problème. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai essayé de définir un petit peu autre chose pour qu'il y ait un réel partage du travail entre les hommes et les femmes. C'est une grosse question. Juste un tout petit mot de rebond là-dessus, puisque j'avais un peu en stock deux autres choses à vous dire. Et c'est exactement ça, c'est la
la problématique aussi du backlash ou du ressac réactionnaire qu'on affronte aujourd'hui, avec des discours qui reviennent un peu sur le revenu des femmes au foyer, qui a été une revendication historique de l'extrême droite pendant très longtemps, et où on sent quand même poindre avec le retour des masculinistes et leur structuration très forte, la grande mode autour des tradwives aux États-Unis et cette manière de valoriser un mode de vie dit traditionnel où la femme serait donc au foyer, s'occuperait des enfants, etc., etc. C'est un danger. Et c'est là où, pour moi, la notion de revenu de base est intéressante, parce que plutôt que de penser, et c'est pareil ce que disait Odile tout à l'heure, plutôt que de penser un droit dérivé qui part du masculin et qui serait étendu au féminin, là on aurait un droit véritablement universel qui pose une base d'égalité tout de suite dans sa conception. Et sur le travail domestique, que moi j'appelle pas du tout de l'économie grise, au contraire. Enfin, en fait, je trouve que c'est tellement massif que de l'appeler économie grise, ça n'a pas beaucoup de sens. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais en tout début d'introduction, sur des expérimentations du revenu de base qui ont été instrumentalisées par des conservateurs parce qu'il y avait plus de séparation, etc., etc. En France, on estime, grosso modo, il y a 10 millions de couples hétérosexuels. Okay ? Il y a un quart de ces couples seulement où la femme gagne plus que l'homme. Ces couples, et c'est une étude qui vient de paraître par Anne Solaz, qui est démographe, une étude de 2024, les couples où la femme gagne plus que l'homme ont tendance à se séparer entre 11 et 40% plus. Et le 11 et 40% plus, en fait, c'est une surproportionnalité. Plus le revenu de la femme est supérieur à celui de l'homme, plus les risques de séparation sont grands. C'est vous dire à quel point cette structuration de la dépendance économique des femmes est encore avérée dans notre manière de penser l'économie, mais aussi dans la relation au quotidien sur les tâches domestiques, le travail domestique, et même sur la relation personnelle et intime. Merci. J'ai envie aussi de rebondir sur cette idée avec peut-être voilà, ma petite expérience à force de rencontrer des gens et notamment, bah oui, au moins la moitié de femmes qui peuvent répondre à cette question. Bah, et vous, avec votre revenu base, qu'est-ce que vous changeriez? Alors, il y en a, je pense, autant je reconnais qu'on est dans un monde qui est hyper conditionné, qui a une systémie patriarcale très forte. On vient de le démontrer. Et en même temps, je pense que le fait de se dire « Oh là là, si on donne un revenu de base, les femmes seront incitées à… » On ne peut pas nier qu'il y a un conditionnement, c'est vrai. Et donc, il faut s'attaquer à ces structures dès l'éducation. C'est exactement ce que tu dis, Angélica. Et en même temps, pour moi, j'entends aussi quelque chose comme une méfiance, et paradoxalement qui vient des féministes, une méfiance vers les femmes. C'est-à-dire qu'individuellement, on part du principe que les femmes vont se laisser entraîner. En partie vrai, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une systémie. Et en même temps, comme ce revenu de base est individuel, il est en même temps hyper collectif, donc on a en même temps l'égalité et en même temps on a la liberté individuelle, c'est ça qui fait sa force, c'est que individuellement, quand on interroge les femmes, il y en a qui nous disent « Ah, mais je l'aurais quitté plus tôt ». Et notamment dans des situations toxiques, de souffrance psychologique ou voilà. Donc ça, par rapport aux violences conjugales, mais aussi, je pense qu'en France en tout cas, où on n'a pas, contrairement aux États-Unis, une prédominance aussi religieuse et évangéliste qu'il ne faut pas perdre de vue. Je pense que là, les femmes ont goûté à l'émancipation par le travail, parce qu'effectivement, ça a été un super levier à un moment donné, et en même temps, qui peut être rétroactivement une autre façon de vivre le patriarcat par rapport à un employeur. Voilà, il ne faut pas oublier ça non plus. Donc, j'ai assez confiance, moi, personnellement, que les femmes en France, aujourd'hui, ont suffisamment goûté et l'émancipation par le travail et le patriarcat par le travail pour plus s'écouter et savoir ce qui est bon pour elles, alors individuellement, mais aussi collectivement dans des collectifs féministes, dans des collectifs associatifs, et les retours qu'on a de femmes qui sont interpellées individuellement, je relativise ce que ça signifie aussi, c'est pas une preuve scientifique, ce que je suis en train de vous dire, c'est vraiment de l'expérientiel, un par un, alors fois un millier, parce que je pense avoir interpellé à peu près un millier de personnes depuis 12 ans que je m'investis là-dedans, mais on a plutôt ce retour vers soi, et ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour la famille, c'est vrai, les enfants restent
reste une priorité. Et en même temps, une fois que le travail familial, mais choisi cette fois-ci, et voilà, les gamins sont casés pour faire vite. Donc avant et après les gamins, il y a vraiment un retour sur soi, qu'est-ce qui est bon pour moi, et on a des ambitions d'auto-entreprise, d'artistique, de prendre soin de soi, etc. Donc voilà, je rajoute juste ce petit point qui n'a pas une valeur. Oui, moi je vais rajouter un petit truc parce que je pense que pour beaucoup de femmes, notamment les femmes diplômées, qui se heurtent à ce qu'on appelle le plafond de verre ou la discrimination systémique envers ces femmes qui souvent ont fait l'effort d'acquérir des formations d'habitudes masculines, etc. Il y a une véritable perversion de la société vis-à-vis de ces femmes quand on voit que systématiquement dans leur vie privée, on cherche à les isoler et donc la société conduit vers une impasse pratiquement tous les couples qui ne correspondent pas à ce modèle classique du breadwinner et de la division sexuée du travail. Il faut réfléchir là-dessus. Il y a des attitudes des employeurs complètement perverses. On sait qu'aujourd'hui, le salaire d'une femme n'est plus un salaire d'appoint, que souvent il est nécessaire pour faire vivre la famille. Et on lui bousille sa vie familiale. Et moi, je dénonce ça. Et bizarrement, c'est 20% des couples, mais on est nombreux à être passés dans ces situations-là et on sait ce que ça veut dire. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la deuxième étape. Donc là, cette fois-ci, je redonne la parole à nos intervenantes avec 10 minutes chacune. Il y aura un autre temps de questions assez rapide puisqu'on est pris par le temps, mais 10 minutes chacune sur les perspectives et les propositions. Alors, je reviens maintenant sur les perspectives. Ma proposition, en fait, est celle d'un système de sécurité sociale chômage le plus large possible, pour assurer un revenu personnel garanti au travers du salaire socialisé. Donc, je défends le principe des cotisations sociales, ce qui, à mon avis, n'empêche nullement l'existence de solidarité pour couvrir le risque du chômage de façon beaucoup plus efficace. Donc, cela nécessite, en premier lieu, de revenir à un code du travail réellement protecteur des salariés, de lutter contre les licenciements, surtout dans les entreprises qui font des profits, et chaque fois que ça correspond aux aspirations des personnes qui travaillent, obtenir leur intégration dans un statut d'emploi stable et décent. C'est pas un hasard si je vous dis ça, je vous assure. Je pense qu'aujourd'hui, il faut bien entendu, en plus, trouver des nouvelles formes d'indemnisation du chômage plus conformes aux réalités de l'emploi actuel. Non plus l'emploi fordien en CDI à temps complet, mais l'emploi discontinu, les multiples formes de l'activité professionnelle considérées dans un sens très large. Il ne s'agit pas de faciliter les licenciements, de s'adapter au développement de la flexibilité, mais il s'agit d'obtenir la reconnaissance de formes de travail jusqu'ici, non ou mal prises en compte dans la protection sociale. Durant les 20 dernières années, nous avons beaucoup discuté de ça dans le mouvement des chômeurs et des précaires, et en constatant que de plus en plus de personnes alternent continuellement des situations de chômage, travail précaire, travail indépendant, formation, inactivité pour toutes sortes de raisons, familiales, santé, etc. Et donc, nous avons confronté différents modèles depuis 20 ans. Celui d'une sécurité sociale chômage qui assure un revenu personnel garanti défini en référence au SMIC, c'est le modèle d'AC, le salaire à vie de réseau salariat, le revenu de base inconditionnel, la sécurité sociale professionnelle qui est l'idée de la CGT associée à son projet de nouveau statut du travail salarié, modèle repris et complété par la CGT chômeur, le nouveau modèle d'indemnisation du chômage étendu à toutes les personnes en emploi discontinu ou précaire proposé par la coordination nationale des intermittents et précaires. Alors en ce qui concerne la sécurité sociale chômage telle que revendiquée par AC, il s'agit d'abord d'ouvrir la perspective d'un revenu personnel décent permettant de vivre à tous les demandeurs d'emploi,
qu'ils soient primo-demandeurs, démissionnaires, travailleurs précaires, travailleuses à temps partiel, travailleurs indépendants, stagiaires ou personnes en formation. Le lien entre emploi et revenu devrait être nettement distendu, mais il ne disparaît pas pour autant. Le revenu garanti est d'abord un revenu de remplacement en cas de chômage ou d'emploi précaire et non pas un revenu universel. Il serait attribué sans contrepartie ni contrôle de recherche d'emploi, mais sous condition de ressources et cumulable avec des revenus du travail, mais de façon limitée. Le revenu garanti pourrait aussi concerner des groupes d'inactifs, connaître des déclinaisons en fonction des différentes situations locales, notamment celles des étudiants non salariés, et tout cela pour des raisons de faisabilité, mais les modalités de financement restant à examiner de près et n'étant pas toujours probablement les mêmes. Le dernier modèle proposé par la CIP intègre aussi un revenu minimum au niveau du SMIC. Cependant, il existe un seuil d'accès au droit, le nombre d'heures travaillées sur l'année, qui devrait être nettement abaissé par rapport à la situation présente. Ce modèle, pour lequel les intermittents se sont énormément battus, présente un véritable intérêt pour toutes les catégories qui travaillent en emploi précaire et discontinu parce qu'il permet de prendre en compte et de valider socialement des formes d'activité de création autonomes et innovantes qui peuvent être développées à l'initiative des personnes elles-mêmes et qui ne se situent pas nécessairement dans la logique de la rentabilité capitaliste. Les féministes se sont interrogées pour comprendre les implications de tous ces différents modèles quant à la condition des femmes et leur ségrégation dans l'emploi. La plupart de ces propositions ne suffisent pas à elles seules à faire progresser l'émancipation des femmes et nous avions formulé l'idée d'un statut de vie sociale et professionnelle en 2007 dans le cadre du collectif pour des droits nouveaux où il y avait toutes les associations de chômeurs et précaires et le CNDF. Les féministes mettaient alors en avant l'indemnisation du temps partiel imposée au moins à hauteur du SMIC et la mise en place d'une continuité des droits sociaux dans toutes sortes de situations pour les personnes en parcours discontinu et d'indemniser aussi les personnes contraintes de quitter un emploi du fait d'une souffrance au travail, d'un harcèlement, de violences sexuelles, etc. Donc, cela suppose, outre un revenu garanti individualisé, un ensemble de mesures visant au partage du travail entre les femmes et les hommes, ainsi qu'au décloisonnement entre les domaines de la production et de la reproduction. Cela suppose d'aménager des transitions, de pouvoir passer plus librement d'une situation sociale ou professionnelle à une autre situation, pouvoir choisir ses activités, articuler les temps de vie sociale, articuler la formation et l'emploi, et assurer des bonnes conditions pour suivre des formations. Ce statut, donc, serait adossé à un système de sécurité sociale chômage et à une réduction du temps de travail massive. Il suppose la reconnaissance de droits universels et individuels déconnectés de l'emploi, avec un revenu de remplacement décent dans tous les cas de non-emploi. Donc, vous voyez, la référence essentielle n'est plus celle à l'emploi fordien, mais à l'emploi à toutes les sortes d'activités professionnelles, même très éclatées, même le travail indépendant, même les activités de formation, etc. Donc, et tout cela suppose, par exemple, d'abaisser très nettement les seuils d'ouverture de droits, créer une allocation d'insertion de niveau décent pour les primo-demandeurs d'emploi, créer une véritable allocation journalière minimale applicable y compris aux personnes ayant travaillé en temps partiel et indemniser le temps partiel imposé au moins à hauteur du SMIC. Voilà, et cela doit permettre de refuser de travailler à n'importe quel prix, accepter des conditions d'emploi dévalorisées qui ne correspondent pas aux aspirations ni aux qualifications de la personne. Alors, je dirais que dans l'immédiat, on pourrait dire qu'on aurait 10 millions de personnes adultes en précarité ou au chômage total qui ont de faibles revenus et qui seraient concernées par une allocation de revenus garantis. Parmi celles-ci, donc, on a 7 600 000 personnes qui sont actuellement recensées par la France Travail et les CAF en tant que demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du RSA. Il faut y ajouter les personnes non inscrites à France Travail qui n'avaient pas jusqu'ici droit à une allocation des minima sociaux, les jeunes de moins de 25 ans, les conjoints de salariés vivant dans un ménage dont les revenus dépassent le plafond
des minima sociaux, certains travailleurs indépendants à faible revenu, agriculteurs, etc. Donc en tout, on arrive à 10 millions de personnes et on peut faire un modèle qui finance un revenu garanti à hauteur du SMIC pour toutes ces personnes-là. On avait fait les calculs dans le cadre d'AC, on arrivait autour de 140 milliards. Voilà. Et après, il y a d'autres mesures qui peuvent permettre de créer un revenu garanti pour des catégories de personnes qui ne sont pas directement en activité. Il y a par exemple la question des femmes, environ un peu moins de 2 millions de femmes qui restent chez elles, mais il pourrait y avoir par exemple un véritable service de garde d'enfants de qualité, des services de prise en charge des personnes dépendantes de qualité, un système de congés parentaux aussi bien rémunérés et qui permet un retour à l'emploi et sans être pénalisé sur la carrière. Bon, il y a également la question des handicapés. Alors là, je dois dire quand même que tout ce qui est revenu garanti, pour moi, relève d'une mesure de prévention contre la souffrance au travail et contre la dégradation de la santé des personnes qui travaillent et l'invalidation, parce qu'il y a actuellement une invalidation très très massive. Merci beaucoup. Alors, vous pourrez retrouver un podcast qui dure 1 heure, donc avec plus de détails, plus de précisions sur la version que Odile porte, notamment avec AC Agir contre le chômage, etc., sur le site revenusdebase.info via Radio Campus Lille. Donc, je vous y réfère si vous voulez avoir plus de détails là-dessus. Raphaël ? Merci, puisque l'une des raisons pour laquelle j'étais heureuse d'être là, et ça se confirme, c'est que c'est stimulant du point de vue intellectuel et du coup j'ai plein, voire trop de notes. Sur les propositions, alors, de prime abord, je vous dirais la proposition structurelle, c'est de lutter contre les violences et les prédations. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et en même temps on n'a pas dit grand-chose. Et parce qu'on le fait peut-être pas assez, j'aimerais revenir sur 3 combats, 3 points de plaidoyer qui ont été normalement victorieux ces dernières années, ou en tout cas qui ont avancé, et qui, à mon sens, sont assez représentatifs de ce qu'il faut faire. D'abord, et tu viens de parler des personnes en situation d'invalidité, l'individualisation de l'allocation adulte handicapé. C'est tellement basique, c'est tellement important, et pourtant, on avait un système qui s'accommodait tout à fait du fait que si vous étiez en situation de handicap, mais que votre conjoint, et souvent c'était votre conjoint, gagnait suffisamment bien sa vie, et bien du coup vous n'aviez plus le droit, vous en tant qu'individu, à l'allocation qui est censée vous permettre de faire face à aussi certains frais qui sont liés à cette situation de handicap. C'est totalement délirant, mais ça dit quand même quelque chose du niveau de structuration important du patriarcat sur notre système social, et en fait de la manière très familiariste encore d'imaginer tout ça. La deuxième chose sur laquelle nous avons gagné il y a quelques années, et on commence à en voir des effets très concrets, puisqu'on vous disait il y a plus de 80% des familles monoparentales qui en fait sont des mères seules, et l'un des sujets majeurs, c'était le reversement des pensions alimentaires. La France avait un taux de non-paiement des pensions alimentaires qui était totalement délirant pour un pays développé. Et donc, l'un des points du plaidoyer féministe ces dernières années, et qui a été quand même obtenu, qui a été quand même gagné, c'est l'automaticité du versement de la pension alimentaire avec compensation par la CAF si la pension n'est pas versée, et la CAF qui ensuite se retourne vers l'ex-conjoint pour récupérer les sommes. Pareil, c'est un truc très basique en réalité. Mais on a tout un système qui repose non pas uniquement sur l'exclusion de toute une partie de la population, mais qui repose aussi sur le non-recours au droit. Et ça, je crois que la forme d'automaticité de versement des droits, c'est quelque chose sur lequel on peut avancer de manière très unie, parce que je ne connais pas beaucoup de mouvements. Après, on peut avoir plein de débats sur la philosophie, sur les effets pervers de telle ou telle mesure, mais l'automaticité du versement, je pense que c'est quand même quelque chose qui nous fait entrer dans une ère de modernité, d'une part, des politiques publiques, et aussi d'égalité véritable. Et d'efficacité, bien entendu.
Et puis enfin, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que c'était mon cas personnel il y a quelques années, ça peut vous paraître décalé par rapport au sujet du mouvement de base, du mouvement pour le revenu de base, mais qui en fait est extrêmement lié sur les endroits où on doit trouver des failles de discours, où on doit trouver des endroits où être toutes et tous unis pour gagner des avancées très concrètes. C'est la reconnaissance d'un véritable statut pour les femmes victimes de violences conjugales. On est plus de 275 000 par an à être victimes de violences conjugales, sans aucune sécurité sociale spécifique, sans aucune sécurité économique spécifique, sans aucune reconnaissance formelle. Et les violences conjugales, lorsqu'elles sont, et c'est très majoritairement le cas, commises dans le cadre d'une stratégie d'agresseur, sont très souvent assorties de violences économiques. Ça, c'est la périphrase jolie pour vous dire que les violences conjugales sont très souvent accompagnées par du vol de la part du conjoint qui, en plus, est l'auteur de violences. Et ça, pour le faire reconnaître dans les tribunaux, aujourd'hui en France, bon courage. Et même quand vous avez des reconnaissances de certains frais qui sont induits, et voilà, là je vous donne mon exemple, ensuite de la maison en juillet 2019, je réussis à rompre le bail en décembre 2019, parce qu'on avait signé à deux le bail, sinon c'est pas drôle. La justice française ne reconnaît pas la dette locative que me devait mon ex-conjoint. Donc, double peine, parce qu'en plus il était, voire triple peine, parce qu'en plus il était bien sûr hors de question que je continue à vivre dans cet appartement où il connaissait l'adresse. Mais la justice française n'offre pas de solution, de secours, et n'offre pas non plus la reconnaissance a posteriori. Vous vous enfuyez parce que vous êtes victime de violences conjugales, monsieur a vidé vos comptes, vous êtes en situation de chômage, il n'y a pas de reconnaissance du statut de victime de violence conjugale, vous n'avez pas le droit à des allocations chômage. Ça dit quelque chose de... Déjà, c'est un élément massif pour des milliers de femmes à travers ce pays, et puis ça dit quelque chose de très profond sur la capacité de notre système à tolérer la violence, et y compris quand elle concerne des grands nombres, hein, on est loin de parler de cas marginaux, mais notre système tolère la violence parce qu'il permet l'accaparement. Et je tenais à vous dire ça parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est capable de présenter un front uni, qu'importe finalement quel est le point de départ, que ça soit le revenu de base, que ça soit l'écologie, que ça soit le mouvement féministe. Mais le front uni est particulièrement important parce que les attaques sont particulièrement violentes. Et avant même de réussir à trouver ces fameuses failles dans lesquelles on va réussir à s'engouffrer, on va devoir répondre dans les prochains mois et même dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, à des attaques très directes sur les salaires, on le voit, c'est immédiat, sur le droit du travail, sur le système de protection sociale. Là, on nous explique encore à quel point avoir modulé les indemnités chômage, c'est formidable. Ça exclut des milliers de personnes d'un retour serein à l'emploi, ça va avoir des conséquences graves sur la santé à long terme, sur l'espérance de vie. Mais on a un modèle libéral qui tend à devenir illibéral, qui s'accommode très bien de ce genre de choses. Et qui s'accommode aussi, d'ailleurs, de la destruction du service public, qui est en fait notre filet de sécurité à toutes et à tous. Et je pense d'ailleurs que la prochaine cible, très directe de tout ça, ça va être le RSA. Et le RSA, je crois qu'il va reprendre très très cher dans les semaines qui viennent, alors que nous, on sait très bien ce qu'on veut porter pour avoir un RSA plus efficace, pour avoir un RSA véritablement démocratique, mais on en reparlera cet après-midi, notamment sur le RSA 10 jeunes. Et sur d'autres propositions, je vous les donne un peu en vrac. La justice fiscale, donc je vous évoquais tout à l'heure un peu l'importance d'aller vers sortir d'un modèle trop familiariste. Il faut que j'arrête avec les mots compliqués, c'est dimanche matin quand même. Donc sortir d'un modèle trop familiariste et avoir une individualisation de la fiscalité, y compris pour des questions de pension alimentaire, y compris pour des questions d'inégalité structurelle sur le marché du travail et après dans les pensions de retraite, parce que l'inégalité dans les pensions de retraite est surproportionnelle à l'inégalité dans le monde du travail. Dans quelques jours, on va avoir un grand débat sur la taxe Zuckman. Alors, je ne sais pas si dans la salle, tout le monde connaît la salle Zuckman.
Oui, plus ou moins. Il y a des hochements de tête, mais grosso modo, l'idée, ce serait de taxer les plus riches, pas uniquement sur les revenus, parce que ça, il y a plein de manières d'éviter de se faire taxer sur les revenus, mais y compris sur le patrimoine. À hauteur de 2%. Ouh, ça va, pas trop. Et 2% modulables. Donc, si tu as des mécanismes spécifiques, l'important, c'est que ça atteigne les 2%, pas qu'on taxe à 2% tout de suite. Enfin, donc, voilà, un truc très soft, mais qui nous fait passer quand même pour des dangereux éco-terroristes. Mais le lien est là important, parce que sans déconner, ceux qui gagnent le plus, ceux qui accumulent le plus de richesses sont des hommes et sont ceux qui ont le bilan carbone le plus catastrophique. Super, étonnant. Mais en fait, c'est toute la cohérence aussi de notre propos et du propos écoféministe face aux prédations. C'est que là, on a Katy Perry qui est devenue l'égérie du voyage dans l'espace commercial ridicule, etc., etc., etc. Mais en attendant, Katy Perry est beaucoup moins un problème que Donald Trump et notre ami Musk. Et ça, c'est un truc où il faut qu'on arrive à en sortir aussi. Je conclurai en disant que pour cela, on a besoin également de chiffres et d'un appui à la science et d'un appui sur la visibilisation des femmes. Parce que le présupposé masculin fait qu'il y a énormément de politiques publiques qui sont totalement déconnantes. Qu'il s'agisse des politiques carcérales, des politiques de prévention routière, des politiques de santé, il y a des choses qui n'ont aucun sens, simplement parce qu'elles ont un présupposé masculin. Et c'est démultiplié lorsqu'on parle des structures de pouvoir, et j'en conclurai par là en revenant sur notre histoire autour du revenu pour rester au foyer. Je ne sais plus quelle était l'expression de l'extrême droite pour packager la chose. Le salaire maternel, merci, ça m'échappait depuis tout à l'heure. Et en fait, pour sortir de ce genre de choses, il faut aussi qu'on ait une structure de pouvoir qui soit beaucoup plus rééquilibrée entre les femmes et les hommes. On peut avoir l'impression que c'est le cas, parce que patati patata, ça va faire 80 ans qu'on a eu le droit d'aller déposer notre bulletin dans l'urne. En attendant, nous, on a écrit un petit bouquin avec Margot Collet qui s'appelle « Beyoncé est-elle féministe ?» Et l'un des chapitres est intitulé « Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de femme présidente de la République ?» Eh bien, mine de rien, ça devrait nous interroger. Surtout quand on voit qu'aujourd'hui, même les partis les plus féminisés, et je parle des partis, pas parce que je suis militante politique en tant que telle, mais parce que les partis, c'est quand même l'incarnation, le lieu collectif où le but est d'aller chercher le pouvoir à des fins de transformation, dans un sens ou dans l'autre. Même les partis les plus féminisés, à savoir le Parti socialiste et les écologistes, ont à peine un tiers d'adhérentes. Le déséquilibre du pouvoir se retrouve à toutes les échelles et spécifiquement, surproportionnellement, quand il s'agit d'accéder à du pouvoir politique et économique. Donc on a besoin aussi d'espaces comme ça, où pas uniquement rééquilibrer les choses, mais reposer l'alerte sur le fait que c'est loin d'être encore conquis. Merci beaucoup. Alors, qui veut poser une question? On a un tout petit 10 minutes. Bernadette, et je vois derrière. Oui, je vous remercie beaucoup parce que vraiment c'est un plaisir de vous entendre. Donc je suis Françoise Robin et comment dire, bon, je suis au MFRB bien sûr, j'ai travaillé à la Caisse d'allocation familiale, j'ai travaillé dans les centres de planification, donc dans les plannings familiaux, donc ce qui a été dit concernant les violences et tout. Et maintenant je suis bénévole au planning familial à Nancy qui vient de se réinstaller. Donc j'ai 3 petits points mais je serai rapide. Le premier c'est le nombre de personnes retraitées, parce que je suis retraitée, hein. Je vais avoir 80 ans l'année prochaine, donc je suis retraitée, il n'y a pas de problème. Je veux dire, le plaisir que j'ai eu à arrêter de travailler à 60 ans, parce que je suis partie à 60 ans, qu'est-ce que j'ai eu comme plaisir à faire des tas de choses. Et autour de moi, il y a des femmes qui me disent, j'avais envie de participer à une chorale, et maintenant je peux le faire. J'anime des ateliers d'expression théâtrale en plus, ou qui arrivent et qui me disent, en effet, il y avait quelque chose que je voulais faire, ça peut même être du sport, bien sûr, et là, maintenant, je peux le faire, maintenant que je suis retraitée. Donc ça, c'est le premier point, donc merci Virginie d'en avoir parlé. Le deuxième point, concernant Raphaël, c'est au MFRB, je suis dans le regret, et là, naturellement, j'ai le trac comme d'habitude, je suis en regret de dire que je regrette que nos communications, oh là là, ça va être dur, et nos écrits sont souvent invisibilisent les femmes. On a vu là pendant ces 2 jours,
Vraiment, bon, ce matin moins, hein, bien sûr, mais je veux dire, on a vu vraiment des gens de chez nous, mais c'est très intéressant, hein, il n'y a pas de souci, qui en fait continuent à dire les travailleurs, alors qu'en 1946, il y avait quand même des travailleuses, quand même, hein. C'est un premier exemple, et il y en a d'autres. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et aussi, bon, parmi toutes les propositions qu'il y a pour les revenus de base universels et tout, je ne suis pas d'accord complètement avec ce qui se passe au MFRB, mais c'est celui qui est le plus proche. Voilà, donc c'est pour ça que j'y suis. Merci. Alors, oui, parce que sinon il y aura 2 micros. Une deuxième question ? Oui, on va dire que c'est une question. Merci Odile pour la présentation du modèle qui est défendu par la CIP depuis un certain nombre d'années. Étant intermittente, je suis très impliquée dans cette réflexion-là. Et je peux vous dire que s'il y a un espace dans lequel les femmes, on a eu vraiment notre mot à dire sur ces réflexions, c'est bien la CIP, qui est quand même très... La CIP, c'est le collectif des intermittents et précaires qui est né en Île-de-France, mais qui s'est généralisé dans l'ensemble de la France. Moi, je suis sur celui de Toulouse. Et on est très nombreuses, les femmes. Et ça change aussi les choses, ça change aussi les enjeux. Je suis la génération de ta maman, Raphaël. Moi, je suis née dans une famille avec une femme qui était déjà très sensibilisée à ces choses-là. Et heureusement, un père qui l'a été également aussi. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question de savoir ce que faisait ma génération. Pour moi, il y avait quelque chose d'évident. Moi, je ne me suis jamais posé la question de la légitimité de ma place, de mon travail, de mes choix professionnels, parce que j'avais des parents derrière moi qui m'avaient facilité cette réflexion-là et qui m'avaient mise dedans. Mais c'est vrai qu'autour de moi, il y a vraiment cette génération des gens qui sont nés dans les années 60. Je me suis souvent posé la question de qu'est-ce qu'on avait transmis. Je suis assez contente, hein, parce que les filles, vous assurez, les jeunes. Et je pense qu'il va y avoir encore besoin de temps. Par contre, je me pose 2 questions. D'une part, j'entends assez peu tout compte fait de réflexion autour du mariage, parce que tant qu'on ne revise pas cette institution-là aussi, il y a des choses qui ne vont pas avancer, hein, notamment cet enjeu de la familiarisation. Moi, je ne me suis jamais mariée. Ça ne m'a pas empêché d'avoir de très très belles relations avec des hommes, d'avoir de très très belles relations avec des enfants. Donc voilà, c'était aussi un choix féministe à un moment donné de ne pas se marier, parce qu'il y a un piège dans cette institution-là, clairement, et je pense que c'est quelque chose qui est peu pensé, peu réfléchi, alors qu'on ferait globalement, socialement, évoluer beaucoup de choses si on s'attaquait à cette institution particulièrement patriarcale quand même, faut le dire. Et d'autre part, je me pose aussi une question, et c'est étonnant parce que je ne me l'étais jamais posée avant ce matin. J'ai toujours eu un petit problème de distinction entre cette idée de revenu et de salaire. Et je pense que, je me la suis vraiment formulée ce matin, je pense qu'il y a dans le salariat un espace beaucoup plus masculin que féminin. Tout le monde on le constate, on le dit. Et je crois que cette idée de revenu de base, revenu universel, m'a toujours dérangée, personnellement, intimement, au fond de moi, parce que ce qui relève des revenus relève plus de la charité que de la solidarité. Et que en tant que cette idée d'un revenu de base par rapport... Et ça m'explique aussi, du coup, les réticences de beaucoup de féministes par rapport à ces propositions. Et je pense que... Et c'est marrant parce que il y a peut-être dans la proposition de salaire à vie et de Friot quelque chose qui est plus radical. Parce que du coup, on a tous un salaire. Et qu'il y a quelque chose dans le salaire d'une reconnaissance, effectivement. Voilà, ça relève plus des hommes que des femmes, malheureusement. On le voit historiquement, le salaire. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir sur le nom qu'on donne à ces possibilités de garantie des moyens d'existence. C'est pour ça que j'aime bien cette idée de garantie des moyens d'existence. Il n'est ni question de revenus ni de salaire. Il y a quelque chose de plus général qui s'applique effectivement à tous. Alors, ce que je vous propose, c'est de conclure, répondre et conclure en même temps. Il nous reste 2-3 minutes. Ouais. Du coup, pour rebondir rapidement, effectivement, le terme n'est pas anodin. Nous, on utilise revenu de base pour garder la traduction basic income en anglais et rester générique. Par contre, dans les versions qu'on soutient, il y a le salaire à vie de Friot. Donc, c'est tout à fait... voilà.
c'est une version parmi d'autres qui a tout à proposer aussi. J'ai oublié de vous dire par rapport à ta question sur le salaire, il y a 2 expérimentations en Alaska et en Caroline du Nord, les 2 plus longues puisque non seulement elles continuent encore, puis elles durent depuis 40 ans, où on voit que le premier enfant et le mariage reculent. C'est-à-dire que les femmes prennent plus de temps avant de rentrer dans l'institution mariage, comme tu en parles, ou même de rentrer dans la posture de mère. Donc voilà, ça, c'était 2 petits points que je voulais donner. Est-ce que vous voulez répondre en 1 minute chacune ? Et pareil, on en reparlera cet après-midi, mais sur la dynamique familiale, en Europe, après les crises en 2009-2010, tu avais le mouvement inverse, à savoir des enfants qui restaient plus longtemps dans le domicile parental, notamment en Espagne. Mais du coup, je reviens sur la question du mariage. Ce qui est pour moi très intéressant dans les mouvements féministes depuis quelques années, c'est qu'on avait déjà entamé une réflexion sur le coût de la virilité, le coût des violences, enfin voilà, et un truc très axé autour de ça. En fait, c'était parti de l'absence des femmes dans les données statistiques. Ensuite, on est passé au coût de la virilité. Et là, il y a encore eu la semaine dernière un article sur le coût du couple hétérosexuel pour les femmes. Parce que tu as tout le sujet, à la fois du travail domestique, mais de l'absence de reconnaissance, du fait de prendre en charge une partie du care au sens très large. Et ça, d'ailleurs, ça m'a frappé quand je suis devenue élue, c'est de voir que dans un marché concurrentiel avec mes camarades politiques, tous les avantages qu'avaient par rapport à moi les hommes ou les femmes politiques qui avaient un conjoint, une conjointe en soutien, c'est totalement dingue quand tu es dans un rythme de vie où tu te demandes quand est-ce que tu vas faire ta lessive. Sur la protection sociale, c'est toute la dynamique aussi de passer de droits dérivés des hommes à des droits propres. C'est pour ça qu'on avance par exemple sur le congé menstruel, mais ça rejoint le questionnement stratégique très profond. Est-ce qu'il faut qu'on continue à avoir des droits complémentaires et un élargissement des droits initialement masculins pour les femmes, ou est-ce qu'il faut renverser totalement ça et avoir une balance, une proposition qui mette sur le pied d'égalité au fondement? Et je trouve que c'est ça aussi qui ressort de ta question sur la différence entre salaire et revenu. Est-ce qu'on veut à nouveau un système basé sur le travail avec toutes les valeurs sociales et économiques qui ont été posées sur le travail, ou est-ce qu'on veut pouvoir changer de philosophie? Et je termine en disant que d'ailleurs sur le salaire maternel, donc merci de m'avoir rappelé l'expression tout à l'heure, je pense que plus qu'une défiance entre femmes, il y a une véritable peur de retour en arrière, y compris parce que, c'est ce que je disais, hein, à l'échelle historique, on n'est pas quand même très, très assuré. Et on voit bien dans ces moments de crise ou d'autoritarisme, décidément, que les femmes seront les premières à trinquer. Alors, moi, je vais répondre à la dernière question. Dans le mouvement des chômeurs, on parlait toujours presque de façon équivalente de revenu garanti ou de salaire social. Alors pour moi, je pense qu'il était clair qu'on défendait le principe du salaire socialisé contre la destruction du système de protection sociale et la suppression des cotisations sociales, parce que c'est quelque chose qui, la fiscalisation est quelque chose qui est très négatif et qui aboutit à enlever une capacité de gestion, parce que c'est l'argent des salariés tout simplement, et que grâce à cet argent, normalement ce seront des représentants des salariés qui devraient gérer l'argent de la protection sociale. C'est vraiment très important. Ensuite, la question du mariage, par rapport à la génération qui a eu 20 ans dans les années 70, dont moi j'ai fait partie, le mariage a été énormément critiqué par les féministes. On a aujourd'hui 60% des enfants qui naissent hors mariage. Donc le mariage a beaucoup reculé. Simplement, il faut dire une chose, c'est que quand les couples ne sont pas mariés, les séparations se passent souvent encore beaucoup plus mal et que les droits des femmes ne sont pas du tout respectés. Et je crois que c'est pour cette raison-là que le mariage demeure une institution assez appréciée. Après, moi, je voulais rajouter une chose sur pourquoi moi je reste sur l'idée d'un revenu garanti et pas sur celle d'un revenu universel, parce qu'il ne me paraît pas possible d'avoir, techniquement parlant, un revenu universel décent permettant de vivre. Ça risque d'induire une évolution vers une indemnisation du chômage au rabais, forfaitaire, comme il y a dans d'autres pays. Et je
constate une chose, c'est que tout ce qui est expérience sur le revenu de base, sur le revenu universel, qui sont menées à un niveau micro-local, c'est extrêmement instructif, intéressant et important. Moi, je suis tout à fait pour développer ces expériences. Seulement, il ne s'agit pas en réalité d'un revenu universel. Et je pense que nous manquons, et je pense que le MFRB devrait s'en préoccuper, d'une représentation globale de l'économie et de la protection sociale et des dépenses publiques qu'on pourrait essayer de rendre, de populariser ou de rendre accessible plus largement, parce que ça permettrait de voir ce qui est réellement possible et envisageable. On ne peut pas raconter n'importe quoi, surtout, il faut que, si on veut réellement constituer un rapport de force, il faut que la chose soit réellement réalisable et qu'on n'est plus dans les utopies. Et je dirais par exemple, regardez ce qu'il en est aujourd'hui de l'assurance chômage. Le budget de l'assurance chômage, c'est aujourd'hui, c'est même pas 5% du budget de la protection sociale, c'est quasiment rien. Hein. Et alors qu'il faudrait au moins multiplier par 3 ce budget-là en additionnant le budget de l'UNEDIC, celui du RSA et de l'ASS, on arrive à 50 milliards, il faudrait multiplier ça par 3 pour qu'on puisse indemniser correctement toute la population en précarité. Donc, vous voyez, se donner des représentations globales comme ça, c'est très important. Merci beaucoup. Et en tout cas, Odile, avec grand plaisir de pourquoi pas travailler aussi avec toi ou avec d'autres là-dessus. Je fais le lien vers donc sur le site revenudebase.info. Vous allez trouver notamment des podcasts de différentes versions qui sont proposées. On est à peu près à 30 là maintenant. 30 versions possibles, alors réalistes et réalisables à court ou moyen terme, bien sûr, en France. Et alors, je vous renvoie aussi rapidement, puisqu'on a fait quelques liens sur les tables rondes autour de la décroissance, par exemple, avec Vincent Liéger, que vous pouvez retrouver. Sur la table ronde aussi, revenu de base et revenu minimum garanti, où ont été aussi abordées la situation des femmes par rapport aux aides et aux revenus. Le revenu de base aussi par rapport à la place du travail, on l'a évoqué, et il y a aussi dans cette table ronde une évocation particulière sur la place des femmes, donc vous pourrez retrouver d'autres intervenants et d'autres précisions là-dessus. Et je voudrais peut-être, par rapport à tout ce qu'on a dit, moi, ce qui me vient, c'est qu'on a besoin d'un levier de revenus, un revenu égalitaire, donc qui ne cible pas que les femmes, parce que ça n'a pas de sens, qui cible hommes et femmes, qui soit suffisamment, alors que ce soit sous forme effectivement d'extension de ce qu'on a déjà par rapport au chômage ou de revenus de base, je dis ça en termes génériques, mais garder en tête, par rapport à tout ce qu'on a dit, ça me semble important de le reposer, que le revenu de base, je garde ce terme-là, n'est qu'un levier, n'a qu'une entrée par le revenu, justement, et qu'on ne peut pas se dispenser, quand on pense au revenu de base, au projet de société qui l'accompagne, et notamment ce qu'on a pu évoquer ici, un travail, par exemple, avec les syndicats sur tout ce qui est conditions de travail, spécifiquement vers les femmes, mais aussi vers les hommes. On a parlé aussi des services publics, les défendre, les renforcer, notamment, mais pas que, par rapport à la sécurité dans la version chômage. Et aussi, on a évoqué l'éducation, qui fait aussi partie des grands piliers qui doivent accompagner la mise en place d'un revenu de base. On a parlé des enfants, mais aussi jusqu'à un partage des tâches domestiques qui viendrait des femmes, qui pourraient dire stop, et des hommes qui pourraient dire oui, on a envie de s'investir aussi là-dessus. Donc voilà, j'essaye de brosser très rapidement quelques thématiques conjointes autour de cette idée de revenu. Merci beaucoup, et puis n'hésitez pas, pour ceux qui ont pu être frustrés, notamment à ne pas pouvoir poser des questions, n'hésitez pas à les poser directement au mouvement ou faire d'autres événements thématiques pour compléter. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup pour votre attention.